Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Beaucoup de travail en ce moment, mais bon, on va s'en sortir. Donc, je fais cette vidéo sans caméra professionnelle, sans lumière, sans script, rien du tout. C'est une discussion de toi à moi. C'est une discussion dans laquelle je répondrai à plusieurs questions qui m'ont été posées suite à la précédente vidéo sur l'immeuble de rapport que je suis en train d'acquérir en ce moment. Donc, dans cette vidéo, je répondrai à toutes ces questions, en tout cas quelques-unes d'entre elles, pour vous permettre de mieux comprendre la transaction que je fais en ce moment. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre des commentaires. Donc là, j'ai recensé 7 questions que nous allons voir. La première, c'était quel était le prix du bien et quel était le ROI du bien. Aujourd'hui, le bien que je suis en train d'acquérir, pour vous rappeler, c'est un immeuble de rapport de 5 appartements qui est situé dans le nord de la France, dans une ville pas très loin de Lille. Donc cet appartement, il me revient à 233 000 euros, tout frais compris, frais de notaire, frais d'agence et tout. Donc je l'ai acquéri, ou ouais, je l'ai acquéri. Ok, en tout cas, je l'ai eu à 233 000 euros. Et avec la banque, j'ai négocié une enveloppe pour les travaux de 40 000 euros que je ne vais pas tout utiliser. J'ai juste négocié de pouvoir avoir ça de disponible au cas où il y a des travaux à faire. Il y a quelques petits travaux que je vais faire sur l'immeuble. Mais comme je vous le disais déjà dans la précédente vidéo, les appartements sont déjà loués. Sur 5 appartements, 4 sont loués. Il y en a un qui n'est pas loué. La locataire est partie récemment. Donc sur cet appartement-là, je veux faire juste des petits travaux de rafraîchissement et ensuite le mettre en location meublée. Donc, je vais le meubler et ça me permettra de pouvoir avoir 50 euros ou 60 euros supplémentaires sur la location nue. Donc, aujourd'hui, ces cinq appartements sont loués à 500 euros chaque appartement, donc 2500 euros pour tous les appartements. Donc, si vous prenez 2500 euros que vous multipliez par 12, cela vous donnera une certaine somme. La taxe foncière est à peu près de 2500, donc je préfère prendre les 2500 multiplié par 11. Je pense qu'on tourne autour à peu près de 27 500. Si je divise ces 27 500 par les 233 000, je pense qu'on tourne autour de 11,5, 11,8% de ROI, ce qui n'est pas mal. Donc avec ces transactions, j'arrive à avoir un ROI de 11,8%. C'est génial. Moi, je n'investis que dans des immeubles de rapport qui peuvent me rapporter plus de 10% de ROI. Parce que quand vous allez prendre après, là c'est du net, hein, c'est du net sans impôt. Après, il faut prendre en compte les impôts et tout. Mais si je mets en place des stratégies pour payer le moins d'impôts possible, je pense que je peux toujours continuer à tourner autour de ces 11%. Donc, prix d'achat à 233 000, ROI 11,8%. La deuxième question, c'est quel était l'apport que j'ai réalisé dans ces transactions. Bon, moi, je n'ai pas voulu mettre quoi que ce soit dans ces transactions pour ne pas vous mentir. Moi, j'ai dit à la banque, écoutez, même si j'ai de l'argent, je ne veux pas mettre dans la transaction. Mais ce que la banque m'a demandé, c'est d'avoir 20% des 233 000, ce que tourne un peu autour de 42 000 euros. Donc, la banque voulait que je mette 42 000 euros dans ces transactions. Ce que je leur ai dit, il y a les 42 000 euros. Mais ce que je veux faire, au lieu de mettre ces 42 000 dans la transaction, je leur ai demandé de nantir cela. Nantir, c'est juste bloquer une somme qu'on a mis sur des comptes titres pour investir dans la bourse. Donc, j'ai fait d'une pierre deux coups. J'ai pris ces 42 000, j'ai nanti chez eux, c'est-à-dire que la banque a droit sur ces fonds. Et ce qu'on a fait, au fur et à mesure que je rembourse le prêt, eh bien, au fur et à mesure, on va déduire une partie que moi, je pourrais utiliser ou bien que moi, je pourrais sortir. L'avantage, c'est que c'est moi-même qui gère mes investissements en bourse en accord avec la banque. Et ça fait que l'argent est bloqué pendant toute la durée du prêt et qu'il y a une partie qui est tout le temps débloquée à chaque fois que je rembourse le prêt. Moi, ça m'a permis de ne pas mettre dans la transaction parce que c'est des logements locatifs que je suis en train d'acheter. Je ne vais pas habiter dedans, donc je ne voulais pas spécialement mettre mon argent dedans. Cette somme, c'est comme une épargne à long terme et si on investit bien dans de bons véhicules boursiers, ça peut toujours apporter des gains supplémentaires. Donc, je fais d'une pierre deux coups. J'investis dans l'immobilier et j'investis dans la bourse en même temps. La troisième question qui m'a été posée, c'est pourquoi j'investis dans les immeubles de rapport principalement. Mais il y a plusieurs raisons. Moi, je n'investis pas que dans des immeubles de rapport. Aujourd'hui, j'investis dans des immeubles de rapport déjà loués. C'est qu'il y a des locataires en place et quand j'achète le bien, ça me permet, la première raison, d'avoir tout de suite des loyers. Donc ça, c'est un avantage considérable. J'ai tout de suite des loyers et ça permet de rassurer la banque. Parce que quand vous allez acheter un bien qu'il va falloir retaper avec plein de travaux, parfois vous vous retrouvez
3, 4, 5, 6 mois, parfois un an, sans revenu locatif. Et ça, la banque, pour vous suivre dans d'autres investissements, ça va être compliqué. Donc moi, quand je prends un immeuble de rapport, ça me permet, quand je prends déjà loué, ça me permet de pouvoir avoir le revenu tout de suite. Mais j'investis dans les immeubles de rapport surtout parce que ça me permet d'aller vite. Vous savez, c'est la même période, c'est le même temps que vous prenez pour investir dans un immeuble de rapport que pour investir dans un appartement. Vous allez avoir les mêmes étapes, c'est-à-dire les quatre principales étapes, l'étape de recherche de l'appartement ou de l'immeuble. Après, vous allez avoir l'étape de recherche de fonds. Après, quand vous allez peut-être avoir le financement, s'il y a une étape de travaux, non, l'étape d'abord de signature chez le notaire et puis après l'étape de travaux et plein de trucs. Donc, vous allez vous rendre compte que c'est les mêmes étapes que vous ayez un immeuble avec 5 appartements ou que vous ayez un appartement. Donc, je me suis dit, mais au lieu de prendre ce temps-là, d'avoir un appartement, après avoir un autre, après avoir un autre, après avoir un autre, mais pourquoi je ne regroupe pas tout ça dans une même transaction et en une seule transaction, je m'en sors avec 5 appartements. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle j'investis dans les immeubles de rapport. Ça me permet de gagner en temps. Et la deuxième raison, ça me permet aussi de diluer le risque. Vous savez, quand vous avez un seul appartement, si votre locataire ne paye pas, bah, vous perdez tout le revenu locatif, alors que quand vous en avez 5, bah, si un des locataires ne paye pas, les autres continuent de payer. Et la probabilité pour que tous vos locataires ne payent pas en même temps, c'est compliqué. Mais je vais faire une vidéo séparée dans laquelle je vais expliquer tous ces points en détail, pourquoi j'investis dans les immeubles de rapport. Et pourquoi j'investis principalement dans des immeubles de rapport loués, où il y a des locataires en place, ça rassure la banque et ça permet d'aller vite. Là, quand je fais ces transactions, l'argent tombe dès qu'on finit de signer chez le notaire. Et ensuite, la banque voit ça et d'ici 3, 4, 5, 6 mois, je peux aller voir la banque encore pour lui dire, écoute, j'ai un autre projet, est-ce que tu veux me suivre dans ce projet-là? Et je suis convaincu que lorsque la banque verra l'argent, bah, elle va me suivre. Donc ça, c'était pour la troisième question, pourquoi j'investissais dans les immeubles de rapport. Et la quatrième question, c'est est-ce que j'ai acheté en SCI ou en nom propre? Moi, aujourd'hui, mes deux immeubles, je les ai achetés d'abord en nom propre. La SCI, c'est super, mais moi, j'avais besoin de pouvoir utiliser le cash flow tout de suite pour investir ensuite en Afrique ou dans d'autres projets. J'ai investi dans les immeubles de rapport à cause du cash flow aussi. Donc, pour pouvoir utiliser cela, en SCI, c'est compliqué de sortir l'argent de la SCI quand tu ne vis pas en France. Quand tu vis en France, tu peux utiliser des notes de frais, tu peux avoir des bons d'essence et plein d'autres choses. Tu peux avoir des bureaux et tout dans lesquels tu peux vivre en même temps et sortir tout ça de ton entreprise. Mais quand tu vis à l'étranger, en tant que non-résident fiscal, c'est compliqué de pouvoir faire tout ça. Donc, moi, en tant que non-résident fiscal, je suis imposé à 20%. Mais le fait de mettre mes appartements en LMNP, loué meublé non professionnel, cela me permet tout simplement de pouvoir déduire le maximum de charges possible. Et quand j'ai des travaux, déduire aussi les travaux de mes impôts, ce qui me permet de payer le moins d'impôts possible. Et le gros avantage, c'est que tout de suite, j'ai l'argent et je peux faire d'autres choses. Donc, j'investis principalement en nom propre et en LMNP. Maintenant, ça, c'était avec les deux premiers immeubles. Avec les prochains immeubles, je passerai en SCI parce que je pense qu'avec ces deux-là, j'ai assez de cash flow quand même. Et après, je passerai en SCI parce que sinon, ça fait beaucoup. Et je ne veux pas que les impôts me tombent dessus plus tard. Donc, pour répondre à cette question, j'investis en nom propre, LMNP. La cinquième question, c'est comment j'ai fait pour acquérir cet argent. Comment j'ai fait pour que la banque me suive, sachant que je ne vis pas en France. Pour refinancer dans un projet immobilier, la banque va regarder trois critères de ce que j'ai bien compris de la banque. Le premier critère, c'est est-ce que vous avez des revenus réguliers. Et moi, c'est une des raisons qui m'a poussé, bien qu'étant indépendant, quand je suis parti à Dubaï, à passer à salarié encore. Parce qu'en tant qu'indépendant, les indépendants, vous avez l'expérience, la banque va vous demander la banque sera frileuse pour vous suivre parce qu'elle va se dire, bah, si vous avez une mission maintenant et si la mission s'arrête, est-ce que vous allez pouvoir rembourser? Et quand vous êtes chef d'entreprise, c'est pareil, on va vous demander des bilans de trésorerie, des bilans de votre entreprise sur les 3 dernières années et plein d'autres choses. Donc, quand la banque voit que vous êtes salarié et que vous avez des revenus fixes, que vous êtes en CDI comme on dit, ça c'est un des critères qui fait que la banque vous suit facilement pour pouvoir investir dans l'immobilier. Et donc moi c'est pour ça que j'ai rebasculé en tant que salarié pendant quelques temps seulement pour pouvoir bénéficier de cette manne et de pouvoir demander à la banque de me suivre. Dans une autre vidéo, j'expliquerai tout ça beaucoup plus en détail. La deuxième chose que la banque va regarder, c'est votre gestion financière.
Est-ce que vous êtes dépensier? Et heureusement, à Dubaï, je ne suis pas du tout dépensier. Ça n'a rien à voir avec le niveau de dépenses que je faisais quand j'étais en France. Quand j'étais à Paris, je dépensais comme pas possible. J'étais tout le temps à découvert. J'avais des prêts conso par-ci, par-là. J'étais un très mauvais gestionnaire. C'est pour ça que je ne pouvais pas investir pendant que j'étais ici dans l'immobilier. Je ferai toute une vidéo toute une série de vidéos sur l'argent. C'est important d'en parler, sur la gestion financière personnelle, parce que de cette gestion-là dépend vraiment la réussite de tous nos autres business ou de tous nos autres investissements. Donc, il y aura une phase, on va arriver tout doucement là-bas, où je parlerai de tout ça pour vous permettre de pouvoir savoir comment gérer votre argent et pouvoir facilement avoir des prêts bancaires pour investir dans l'immobilier. Et la troisième chose que la banque va regarder, c'est tout simplement si vous avez de l'épargne. Moi, quand je suis allé voir la banque, j'ai mis mon épargne en valeur. Quand elle a vu l'épargne que j'avais, elle a dit, OK, il n'y a pas de souci, on va vous suivre. Maintenant, il y a une partie de cette épargne qu'on va vouloir demander parce que la banque veut aussi pouvoir tirer quelque chose de vous en contrepartie. J'ai eu un taux pour quelqu'un qui ne vit pas en France assez intéressant de 1%. Et donc, en contrepartie, j'ai dû bloquer une somme, j'ai dû en tirer une somme chez la banque pour pouvoir avoir ce prêt à ce taux-là. Donc, l'épargne est quelque chose aussi qui a joué pour que je puisse obtenir ce prêt bancaire. Maintenant, si vous vivez en Afrique et que vous voulez investir en Europe, en France principalement, bon, la banque va vous demander beaucoup de contreparties. Ça, c'est quelque chose à savoir. Parfois, si par exemple le bien coûte 200 000 euros, la banque peut vous demander de bloquer 200 000 euros dans un compte. Elle finance votre bien, mais ces 200 000 euros sont bloqués pendant toute la durée du prêt, c'est-à-dire 20 ans. Donc, c'est à vous de voir si c'est bénéfique ou pas pour vous. Maintenant, si vous êtes solvable, si vous avez une bonne gestion. Bon, après, moi aussi, il faut dire que j'avais une très bonne relation avec les banques ici. C'est une nouvelle banque, mais c'est quelqu'un qui était avec moi dans une précédente banque. Donc, ça, il y a tout ça aussi qui joue et qui a joué un peu en ma faveur. Maintenant, la sixième question, c'est de savoir comment est-ce que je gère mes biens à distance. Ben, je donne tout simplement la gestion à une agence. C'est une agence qui s'en occupe. S'il y a des problèmes, c'est l'agence qui fait tout. Moi, je n'ai rien à voir dedans. De toutes les façons, je suis à Dubaï. Si un locataire a ses toilettes qui ne marchent pas, je ne vais pas quitter Dubaï, prendre un billet d'avion et venir m'en occuper. Donc voilà, c'est l'agence qui fait tout et l'agence prend 7% sur les loyers. 7%, c'est pas grand-chose, surtout que je peux retirer ça aussi de quelques charges. Je peux retirer ces charges-là de mes déclarations d'impôts pour payer moins d'impôts. Donc, c'est une agence immobilière qui s'en occupe. La septième question, ça, on m'a demandé de savoir comment acquérir ce genre de biens quand on vit en France. Bah, comme je le disais pour moi, c'est trois choses que la banque va regarder. Et si tu vis en France, je t'invite vraiment à considérer l'immobilier. C'est important de pouvoir profiter de cette manne-là. J'ai eu plein de discussions avec des amis qui me disent, ouais, en tant qu'Africain, pourquoi investir en Europe? On doit investir en Afrique, tout doit se passer en Afrique. Oui, je pensais pareil. Mais on n'investit pas en Europe ou en France comme un Français le ferait ou comme quelqu'un qui vit ici le ferait. Certains se disent, ils sont de passage en France, donc ils ne se voient pas investir en France parce qu'ils savent tout de suite qu'ils vont retourner en Afrique. Ok, j'ai compris. Maintenant, c'est que vous avez la possibilité d'avoir plus d'argent pour investir en Afrique. Pourquoi vous passez de cela? Quand vous investissez en France, vous pouvez avoir du cash flow. Si vous faites des opérations rentables, vous pouvez utiliser le fait de levier qui est l'argent des autres pour davantage vous enrichir. Et moi, c'est ce que je fais. Moi, je n'investis pas en France parce que je suis un grand amoureux de la France ou X ou Y. J'aime bien la France, mais ce que je regarde, c'est l'argent que je peux en tirer. L'argent n'a pas de couleur. Moi, où il y a l'argent, je suis clairement. Tous les débats historiques et tout ça, je mets de côté, je cherche mon argent. Donc, j'investis, j'ai du cash flow, je peux faire en sorte d'avoir un report de mensualité. Et pendant ce temps, j'utilise ce cash flow-là et moi, j'investis après en Afrique dans plein de domaines, dans d'autres choses. Et ça me permet d'augmenter mon niveau d'investissement. Et c'est tout bénéf pour moi. Donc, si tu vis en France, c'est le marché immobilier que je connais le plus, mais je ne pense pas que ce soit différent des autres marchés. Si tu vis en France, il faut considérer cela. Donc la banque va avoir trois choses. La première chose, c'est tout simplement si tu es en CDI. C'est important pour que la banque puisse facilement te suivre. Il faut que tu sois en CDI déclaré. Donc tu as des revenus réguliers qui rentrent par mois. Ça peut être 1500, 2000, 2500, 3000 euros, peu importe, mais il faut avoir des revenus réguliers. Et la deuxième chose, il ne faut pas être trop endetté. Si déjà tu viens voir la banque avec un taux d'endettement de plus de 33%, le taux d'endettement, c'est tout simplement tes charges obligatoires comme le loyer principalement qu'on va prendre sur tes revenus. Si ton loyer représente déjà un tiers de tes revenus, ça peut être compliqué.
Donc, ce que la banque fait, elle calcule des taux d'endettement de sorte que tes charges obligatoires, qui sont souvent le loyer, plus ton prêt immobilier ne dépasse pas 33% de tes revenus. Parfois, ils peuvent pousser jusqu'à 39%, ça dépend. Mais voilà, ça, c'est une des règles que la banque va regarder. Donc, ça, c'est la deuxième chose que la banque regarde. Et la troisième chose, c'est que la banque va regarder ta gestion financière. Est-ce que tu gères bien ton argent? Est-ce que tu n'as pas été à découvert sur les 3 derniers mois? Est-ce que tu n'as pas de prêts conso? Quand tu as des prêts à la consommation, c'est un mauvais signe. Il faut solder d'abord tes prêts à la consommation avant d'espérer aller demander un prêt à la banque. Donc ça, c'est plein de choses que la banque va regarder. Sur les 3 derniers mois, elle va regarder en tout cas de façon scrupuleuse les relevés bancaires sur les 3 derniers mois pour se rassurer que tu gères bien ton argent. Et un quatrième point que la banque va regarder, c'est ton épargne. Parce que souvent, pour être rassuré, la banque veut savoir que tu peux apporter, si tu vis en France, 10% de la valeur du bien. 10% sur 200 000, ça te fait 20 000 euros. 10% sur 100 000, ça te fait 10 000 euros. Donc, il faut épargner. C'est pour ça qu'il est important d'épargner. On épargne pour aller montrer à la banque qu'on sait gérer de l'argent, on sait mettre de côté. Et ça dit un peu à la banque que si jamais il y a un problème dans le locatif, si tes locataires ne peuvent pas payer ton loyer, au moins toi, comme tu as l'habitude d'épargner, tu peux facilement payer ce loyer-là à leur place. Et c'est ça que la banque veut voir. Donc voilà les critères que la banque va regarder si tu vis en France pour te suivre dans un projet immobilier. Donc c'était une vidéo courte, je ne vais pas la faire trop longue, il y a déjà plusieurs questions. Mais voilà les questions auxquelles je voulais répondre. Je ferai d'autres vidéos dans lesquelles je vous dirai d'autres choses sur l'immobilier en France et comment investir en France. Là, je dois aller voir la banque pour la remercier pour le prêt bancaire et pour discuter avec ma banquière de d'autres choses. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler encore d'immobilier en France. Allez, ciao, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt.